De tout temps, des artistes ont tenté de transcender leur médium pour se rapprocher le plus possible du monde onirique, de cette sensation si particulière que procure l'état de rêve et que l'on tente de retenir au réveil bien qu'en vain. Bien sûr, cette quête est frustrante, car il ne s'agit que d'un point vers lequel on peut tendre sans jamais pouvoir l'atteindre. Notre condition d'être physique, subordonnée à un environnement limité et obéissant à des règles fixes, vient contraindre la traduction d'idées, de visuels ou de sensations du monde des rêves à celui de veille. Il y aura toujours une forme de déperdition de l'objet originel, car ce dernier, flou et changeant, devra alors se figer. Dans ce format vidéo, nous reviendrons sur certaines œuvres ou artistes qui sont parvenus à tendre le plus possible vers cet objectif et décortiquerons ensemble leurs secrets. Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième analyse de la série Onirisme. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à aller découvrir la première présentant The Shivering Truth, une série d'animations des plus absurdes et dérangeantes. Mais assez parlé, place au sujet du jour. Sorti en 2007 sur Nintendo DS, The Legend of Zelda Phantom Hourglass est un jeu d'action-aventure développé et édité par Nintendo. 14e opus de la saga, il fait suite à The Wind Waker et est le premier à apparaître sur DS avant Spirit Tracks. Dans la première vidéo de la série, je vous avais présenté mes critères pour évaluer la capacité d'une œuvre à recréer la sensation d'un rêve. Le principe d'incertitude, le symbolisme et la non-linéarité du schéma narratif. Lorsque l'on prend ces éléments en compte, le choix de Phantom Hourglass peut paraître étrange. Dans la série, Majora's Mask et Link's Awakening peuvent en effet être considérés comme répondant davantage à cette description. La raison de ce choix est que j'ai voulu intégrer dans cette analyse un élément tout personnel qui est ma propre relation à cette œuvre et comment elle a fini dans les souvenirs que j'en ai gardés par adopter la forme d'un rêve. Dans les jeux vidéo précédant la dernière décennie, les limites techniques offraient à mon sens une aura de mystère à ces derniers. L'imprécision des textures, la possibilité de bugs, les espaces hors cadre parfois accessibles et, au-delà de ça, l'utilisation moindre des réseaux et autres forums pour communiquer autour d'un jeu, tout cela rendait l'expérience bien différente d'aujourd'hui, où les codes sont plus homogènes entre les différentes propositions et les joueurs plus familiers avec l'expérience vidéoludique. Pour revenir par exemple sur l'imprécision des textures, cet aspect va permettre à l'esprit de se les approprier comme par un effet compensatoire. Dans Phantom Hourglass, nous rencontrons même parfois dans certains donjons de grandes zones de vide. C'est le même principe en ce qui concerne la carte du jeu. Elle est divisée en 4 parties que l'on découvrira au fur et à mesure de notre exploration des mers. Tous ces flous titillent et font travailler l'imaginaire. On retrouve ici le principe d'incertitude. Link, notre personnage, avance dans le brouillard sans savoir ce qui l'attend derrière. Ni combien le temple dans lequel il s'enfonce comptera des tâches souterrains, ni ce que contient le coffre qu'il vient de tirer des profondeurs sous-marines. En cela, le choix d'un monde océanique regorgeant de petites îles avec chacune leur logique, défis et secrets est génial. On nous offre un environnement morcelé qui nous appartient de recomposer en arpentant ses moindres recoins. Bien sûr, l'objectif premier des développeurs était de créer une sensation d'aventure en mettant en œuvre des procédés de game design bien identifiés. Mais l'enfant que j'étais quand il a découvert ce jeu ne connaissait aucun des codes du jeu vidéo, de ses procédés narratifs, de l'échelle moyenne d'une map, du temps de jeu d'une aventure. Cette innocence faisait que j'étais d'une part effectivement impressionnable, mais aussi ouvert à tout. N'ayant aucune attente, j'étais libre, libre d'explorer ces contrées, comme un véritable aventurier qui s'échouerait sur une île mystérieuse. Cette richesse dans l'exploration sera malheureusement quelque peu amputée dans le Zelda suivant, Spirit Tracks, où le train remplacera le bateau. Tout l'espace entre les zones explorables y devient inaccessible, contrairement aux mers de Phantom Hourglass où l'on est libre de tracer sa propre route avec le stylet de la déesse. Si la navigation de ces eaux m'a tant passionné, c'est parce qu'elle était tout sauf linéaire. Parfois, pour atteindre certains rivages, il nous faudra composer un parcours tout en détours et revirements. Il en va de même pour l'exploration terrestre d'îles ou de temples, qui sera souvent marquée par des puzzles. Je me souviens notamment d'une nuit où j'avais réussi à emmener ma Nintendo DS dans ma chambre, échappant au contrôle de mes parents. Je ne sais combien d'heures j'y ai joué, caché sous ma couette. Durant cette session, j'ai exploré un temple plongé dans l'obscurité et dont les salles identiques se répétaient à l'infini. Pour atteindre ma destination, il me fallait emprunter une suite de directions bien précises qui nous étaient révélées à l'extérieur, cachées quelque part sur l'île. Si l'énigme était assez simple et que j'ai dû mettre finalement peu de temps à la résoudre, ma perception du haut de mes 12 ans fait qu'avec le recul, j'ai l'impression d'y avoir passé une bonne partie de ma session nocturne, et je garde précieusement le souvenir d'avoir adoré me perdre dans ces salles étranges, un peu comparables à des backrooms vidéoludiques, portés en plus par le frisson d'avoir brisé l'interdit parental. L'étrange est également convoqué au travers d'une galerie de personnages tous plus loufoques les uns que les autres, et que l'on croirait être la création d'un enfant se rêvant pirate. Un océan gigantesque, des bateaux farfelus à la One Piece,
des îles thématiques et un navire fantôme, il en va de même pour le bestiaire, très Nintendo-esque dans sa forme, c'est-à-dire assez effrayant pour être identifié comme un ennemi, mais assez bonhomique pour s'adapter à un public jeune. La direction artistique cartoonesque du jeu déploie des couleurs chatoyantes et dépeint des environnements dans lesquels on se plairait à vivre, pour le frisson de l'aventure quand on a 12 ans, puis pour le sanctuaire de nostalgie qu'il est devenu bientôt 20 ans plus tard. Un personnage qui m'a particulièrement marqué, et ce pour une raison obscure puisqu'il n'occupe qu'un rôle mineur limité à un seul type d'interaction, est celui de Barry Lennon. Son look cool et enjoué, son air un peu dans la lune et la référence au chanteur des Beatles laissent le soin au joueur d'imaginer tout le reste de son histoire. À commencer par la manière dont il est parvenu à atteindre son emplacement pour le moins surprenant. Il faudra en effet résoudre toute une série d'énigmes pour l'atteindre à flanc de falaise, renforçant le sentiment que le rencontrer est une récompense. Ce qui participe peut-être à le rendre aussi marquant est ce qu'il propose aux joueurs. Barry Lennon lui présente 3 boîtes permettant d'échanger des trésors et des pièces de bateau avec d'autres joueurs. Dans cet univers de mystère où nous sommes le seul protagoniste, nous pouvons voir Barry Lennon comme cet intermédiaire qui nous permet de communiquer avec nos semblables qui évoluent dans d'autres dimensions. Pour ce qui est du schéma narratif, il faut bien reconnaître que dans l'ensemble, il est plutôt classique. Même si le concept du temps joue un rôle important dans le scénario, notre aventure se déroule à sens unique et sans connaître de véritables embranchements. Tel temple doit être exploré avant tel autre. Néanmoins, ce n'est pas comme cela que j'ai vécu l'expérience. Mon aventure s'est au contraire faite d'errances et d'allers-retours, de revirements et de moments plus contemplatifs, parfois même proches de la balade. Car je n'avais pas toute la compréhension des codes du jeu vidéo, que certaines énigmes m'apparaissaient plus compliquées que ce qu'elles n'étaient, et m'ont demandé parfois de partir explorer ailleurs pour y revenir plus tard. Parfois, certains objectifs annexes comme pêcher un poisson légendaire ou partir en quête de trésors m'occupaient pendant plusieurs jours. Comme mes sessions de jeu étaient généralement courtes et à raison d'une journalière, j'avais également le temps entre les épisodes de préparer mentalement la suite de mon aventure, de l'anticiper et même parfois de la rêver la nuit. Ainsi, le monde de Fantôme à Hourglass est devenu pour moi bien plus large que son contenu initial, tout en s'en éloignant à mesure que mon esprit l'enrichissait et comblait ses vides. Année après année, Fantôme à Hourglass s'est estompé dans mon esprit, disparaissant par endroits, se floutant à d'autres, créant un souvenir lointain dont le goût s'est trouvé rehaussé par la nostalgie de cette première aventure. Ces œuvres que nous avons adorées dans notre jeunesse et qui ont participé à construire notre imaginaire sont aujourd'hui entourées d'une aura presque sacrée. On aimerait y revenir par pur plaisir ou pour y trouver du réconfort, mais souvent avec l'appréhension d'être déçu. Car tout comme un rêve, se replonger dedans nous fait prendre le risque que leur charme s'estompe de manière irrémédiable. Cette vidéo est terminée et j'espère que tu l'auras appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je démarre tout juste la chaîne et ton soutien est donc grandement apprécié. De plus, d'autres vidéos sont prévues pour très bientôt. En attendant, si tu connais des œuvres intéressantes que tu as envie de nous faire découvrir ou dont tu as envie de débattre, poste son nom en commentaire. Merci pour ton attention et à très vite.